Ouais, on va démarrer par l'axe 1, travail et emploi. Bonjour à tous. Alors, on ne vous voit pas du tout, mais on va essayer de rester en contact avec vous. Bon, donc, on a essayé de préparer une petite synthèse de l'axe 1 sur travail et emploi, quel rôle à jouer. On l'a mis au pluriel, on était ambitieux. Peut-être que le premier constat qu'on peut faire, c'est que les ergonomes ne s'intéressent pas vraiment à l'emploi. En tout cas, peut-être que vous nous direz le contraire, mais ça, c'est pas traduit par une présence très importante le long de ce congrès. On peut noter 4 communications qui ont vraiment explicité leur lien avec l'emploi. Si on y ajoute celle qui tournait autour de la question de la prévention, du maintien en emploi, avec une entrée beaucoup plus santé, ça fait un peu plus. Mais c'est vrai que cette question d'emploi et d'articulation avec le travail, on ne peut pas dire que ça passionne plus que ça les ergonomes. Et on aimerait bien réfléchir avec vous, à la fois pour identifier peut-être pourquoi c'est difficile de s'intéresser à l'emploi quand on est ergonome, et aussi vous faire des pistes à partir de ce qu'on a pu entendre et lire, quelques pistes d'articulation possibles pour échanger avec vous. Donc on va essayer de ne pas être trop long, mais quand même vous dire quelques petites choses. La première table ronde du mercredi matin, on avait déjà identifié que ce serait une question difficile, et donc on avait déjà un peu réfléchi à ce qui pouvait faire obstacle pour pouvoir articuler emploi et travail. Et on a d'abord posé un constat historique, en quelque sorte, qui est plus lié à la discipline. C'est que, c'est vrai, les ergonomes ont un prisme et s'intéressent aux personnes qui sont en emploi, et donc, a priori, ils ne vont pas aller chercher ou analyser ces liens emploi-travail. Et puis, historiquement, dans la discipline, quand elle s'est créée, il fallait prendre ses distances ou créer son propre champ, notamment se positionner par rapport à une psychologie du travail qui s'occupait de sélection, et puis aussi à la sociologie du travail qui peut-être, elle, était plus affirmée, plus visible dans le champ de l'emploi. Donc on a pris un autre espace, on a occupé un autre espace, et puis surtout avec l'idée de défendre un point de vue qui peut-être nous absorbe tellement qu'on ne voit on ne voit pas ce qui se passe du côté de l'emploi, c'est d'aller regarder le travail réel au plus près, et donc peut-être que ça met de la distance, trop de distance avec les questions d'emploi. Et puis une fois qu'on a identifié ces problèmes historiques, on voit aussi qu'il peut y avoir d'autres difficultés qui sont relatives à l'intervention ou aux outils méthodologiques, parce que s'intéresser à l'emploi, d'une certaine manière, c'est faire entrer dans l'intervention, dans l'analyse du travail, ce qu'on pourrait appeler des enjeux population. C'est la question de l'âge, du genre, du handicap, de l'origine ethnique, de la culture, etc. Il y a eu une communication autour de l'intersectionnalité qui reprenait ces affaires. Et il y a eu, au moins pendant une période, des craintes sur le fait que les résultats de l'analyse ergonomique pouvaient être détournés à des fins sélectives. Et donc, c'est parfois un terrain sur lequel on a du mal à s'engager parce qu'on ne sait pas ce que nos analyses et nos résultats vont devenir. Et puis aussi peut-être une difficulté parce que s'intéresser à l'emploi, c'est potentiellement sortir du périmètre de l'entreprise. Or, on a plutôt l'habitude d'y être, d'être à l'intérieur. Et puis, peut-être dernière difficulté, mais qui n'est pas des moindres, c'est que les interlocuteurs possibles pour nous sur ces questions d'emploi, c'est-à-dire les acteurs institutionnels, je pense aux acteurs publics, je pense aux RH, etc., en fait, ne s'intéressent pas au travail. Ils s'intéressent à des chiffres, à des quantités d'emplois, ils s'intéressent à des qualifications, mais ignorent le travail et le travail réel, voire même considèrent qu'en réglant les problèmes d'emploi, on règle les problèmes de travail, ce qui, d'une certaine nous dresse des obstacles supplémentaires pour pouvoir s'intéresser à ces questions. Pourtant, il y a des opportunités à saisir pour l'ergonomie, peut-être pour un peu plus rentrer dans le débat social, mais aussi pouvoir repenser la transformation. C'était le sujet du congrès. Donc, on s'est posé plusieurs questions. Comment aborder la question de l'emploi à partir du travail et du point de vue de l'activité ?
passer par le travail et les ressources de l'activité, est-ce que c'est un moyen de répondre aux problèmes d'emploi, chômage, précarisation, etc. Et puis, comment améliorer les conditions d'emploi en prenant appui sur l'analyse du travail. Donc, à partir des COM, des tables rondes, de l'observatoire, de l'atelier La main à la terre, on a essayé de tirer 3 fils que je vais dire rapidement. Le premier concerne plus la question des évolutions du travail en lien avec les évolutions des compétences et des parcours professionnels. Alors, quand on parle d'emploi, on associe souvent emploi à perte d'emploi, disparition de l'emploi, ou à minima la transformation de l'emploi. Et on l'a vu, notamment au niveau, dans la dernière campagne politique, la question de la fin du travail humain a été posée comme une réelle crainte, et notamment en raison de l'automatisation des nouvelles technologies. Et donc, de nombreux ergonomes, dans leur pratique quotidienne, sont confrontés à ces questions d'automatisation. Alors, on peut les regarder de plusieurs manières. On peut dire que c'est inéluctable, en quelque sorte, et que le travail humain sera de plus en plus remplacé par des machines. Mais quand on regarde un peu les prospectives, on se rend compte que celles-ci, je reprends des analyses qu'ont faites des collègues sociologues qui me paraît assez intéressante, c'est qu'en fait, on a des pourcentages extrêmement différents. On va de quelques pourcents des métiers seront remplacés jusqu'à plus de 2/3, c'est extrêmement large. Et en fait, quand on regarde la manière dont sont construits ces chiffres, ça dépend beaucoup du modèle de travail que les auteurs ont choisi pour pouvoir construire ces probabilités. Et donc évidemment, quand on est très près d'un travail vu comme une succession de tâches que l'on peut découper, évidemment, on va penser que c'est très automatisable. Et à partir du moment où on fait des prospectives, où on intègre la complexité du travail humain, la question de la subjectivité, du collectif, alors là, les chiffres sont beaucoup moins importants. Donc la question, c'est de savoir, nous, en tant qu'ergonomes, est-ce qu'on est là pour accompagner un phénomène inéluctable et entériner un modèle du travail humain à la découpe, en quelque sorte, ou au contraire, est-ce qu'on peut proposer une conception du travail humain qui, d'une certaine manière, décentrerait l'approche technocentrée, mais ça change peut-être les périmètres de l'intervention. Puis par ailleurs, quand on parle de mutation du travail, on pense, alors on en entend parler tous les jours, entre l'intelligence artificielle, la digitalisation, l'automatisation, mais il n'y a pas que ça. D'une certaine manière, on pourrait oublier qu'il y a d'autres enjeux. Ils ont été évoqués plusieurs fois. La question du développement durable, de la crise écologique, elle introduit dans le débat l'économie des services, le rôle du consommateur dans le process de production. Il devient en quelque sorte un acteur, mais n'entre pas tout à fait dans les catégories classiques de l'emploi, dans un rapport salarial classique. Et donc, ça redistribue les cartes d'une certaine manière. Ça nous conduit à peut-être repenser l'intervention et ce que c'est que la conduite de projet. Avec des questions de fond à poser. C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire en réponse à quels besoins, comment on s'y prend et comment on peut évaluer les transformations. Et encore une fois, pour répondre à quels besoins, si on dit que le besoin c'est automatiser, l'automatisation devient une fin en soi. Mais si on fait du consommateur un bénéficiaire, voire même un acteur de la production, dans une perspective de développement durable, ça définit autrement les besoins et peut-être que ça place autrement l'automatisation, qui ne devient plus une fin en soi, mais plutôt un moyen pour servir d'autres objectifs. Le deuxième fil, il est autour de la question de l'employabilité, qu'on opposerait volontiers à la question de l'inclusion ou de l'exclusion. Parce que cette approche-là, qu'on appelle techno-push, qui est dominante, en fait, elle définit un mode de couplage entre les technologies d'un côté puis le travail humain de l'autre, autour de l'employabilité. Et sur un autre versant, la sélection et la discrimination, en quelque sorte. Donc on a des besoins nouveaux en compétences, et puis de l'autre côté, des personnes à qui on demande d'être en quelque sorte auto-entrepreneuses d'elles-mêmes, et pour répondre aux besoins du marché et rester compétentes tout au long de leur parcours professionnel. Et dans ces perspectives, il y a des facteurs discriminants qui arrivent, l'âge, l'état de santé, le genre, la race, la culture, et le détour par le travail réel, ça permet peut-être de retourner le problème en mettant au jour comment, en quelque sorte, cette expérience des rapports sociaux peut faire ressource
collectivement et faire inclusion au lieu d'entrer dans un processus d'exclusion. Voire même, on peut imaginer que ça permet, ce passage par le travail réel, de réinterroger les sources de ces rapports sociaux qui sont en fait situés dans une division culturelle du travail, de classe, de genre, etc. Ça implique pour ça d'avoir une approche systémique, intersectionnelle dans l'analyse du travail. Pour le dire autrement, c'est passer par le travail pour déconstruire des rapports sociaux dominants. C'est passer par le travail peut-être aussi pour transformer ces normes culturelles. Et la question du rapport à la norme, par contre, est bien exploitée et analysée par les ergonomes. Troisième fil, autour du statut de l'emploi et pourquoi pas de penser le travail comme créateur d'emploi. C'est peut-être une difficulté des ergonomes, et je m'y inclus dedans, hein, c'est que la méthodologie d'intervention de l'ergonomie, elle reste un peu ancrée dans un modèle classique du rapport salarial, avec le statut habituel, le contrat de travail, la norme c'est le CDI, et puis on regarde tout ce qui tourne autour. Et puis un modèle de l'intervention qui est déclenché, on l'a tous appris, par une demande portée par un ou des acteurs institutionnels. Or, aujourd'hui, ça marche de moins en moins bien. On assiste plutôt à un éclatement ou à une diversification des statuts et à la transformation, voire à la disparition des acteurs institutionnels classiques, on va dire. Et d'une certaine manière, la diversification de ces statuts, elle rebat les cartes des rapports entre emploi et travail. Si on prend par exemple l'auto-entrepreneuriat, qu'on va trouver présent à la fois dans les phénomènes d'ubérisation, mais aussi dans les espaces de coworking, par exemple. On voit que cet auto-entrepreneuriat, il est convoqué pour de multiples raisons. Il est convoqué par des acteurs économiques pour maximiser les profits. Et dans cette perspective, le travail s'adapte à l'emploi et le statut vient aider à cette adaptation. Et puis aussi, il est convoqué par les personnes comme un outil d'émancipation. C'est l'emploi au service du travail. Et en fait, on est dans une période, ce que certains de mes collègues appellent des zones grises de l'emploi et du travail, c'est-à-dire des zones où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, et où les catégories habituelles d'emploi et de travail ne fonctionnent plus vraiment. Il faut les repenser. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que l'ergonomie a un rôle à jouer dans cette affaire-là? Est-ce qu'elle pourrait participer à la conception de statuts où justement l'emploi serait au service du travail et de son pouvoir d'émancipation? C'est une question qu'on soulève avec vous. Ça impliquerait pour l'intervention, en fait, peut-être de ne pas attendre la demande qui risque de ne pas venir, mais plutôt de construire le problème avec, et aussi certainement de sortir du périmètre de l'entreprise, c'est-à-dire que les actions de transformation, elles se jouent aussi à l'extérieur, peut-être une zone intermédiaire entre l'action publique très macro et le poste de travail, et peut-être au niveau du territoire. Donc c'est globalement l'idée que peut-être le travail peut être créateur d'emplois, et en tout cas on compte sur les prochains organisateurs du congrès pour poursuivre sur cette question. Merci à vous. Juste pour prolonger et terminer cette partie de présentation, on a décidé de faire juste un petit focus sur un atelier qui s'est déroulé le premier jour, l'après-midi, la main à la terre, du fait de son originalité, de son caractère à côté des formes classiques de communication, d'exposition, et puis un peu à côté aussi de l'ergonomie. Et aussi parce que ça portait sur un sujet qui était apparu comme une des dimensions importantes autour de l'axe travail et emploi, qui était la question des flux migratoires et de la capacité d'accueillir les migrants et donc d'avoir aussi des processus d'intégration dans lesquels la question du travail est une question centrale. Et donc on a proposé en fait de monter un atelier où on n'a pas traité le sujet d'une manière théorique, surplombante ou par une expertise, mais plutôt en se laissant embarquer dans une expérience qui a été menée par deux architectes spécialistes de la construction en terre et qui ont monté l'année dernière un atelier de formation pour des demandeurs d'asile autour de l'enduit en terre. Et donc, pendant le mercredi après-midi, on a occupé pendant tout l'après-midi un espace dans un salon de coiffure que Carnot a trouvé pas loin d'ici. Et donc, il a mis à disposition un mur, et donc il y a un groupe de congressistes
qui ont passé tout l'après-midi les mains dans la terre, les mains dans la pâte, pour réaliser un chantier d'enduit qui a été terminé hier matin et qui est en train de sécher en ce moment. Donc, comme je ne voulais pas faire moi-même comme ça, le compte-rendu de ça, j'ai proposé à Geoffrey, qui a participé à l'atelier, de faire comme ça un petit retour à chaud. Il m'a demandé de préciser que je l'ai pris au dernier moment ce matin, mais c'était le but, comme ça, pour garder cette fraîcheur de la terre qui est encore en train de sécher. Donc, Geoffrey, si tu veux bien, comme ça, dire 2 mots sur la manière dont, comme ça, d'une manière très sensible, tu as vécu J'ai fait partie des personnes qui ont mis la main à la pâte sur cet après-midi un peu hors du temps. Hors du temps parce que c'est vrai que j'étais à 10 années-lumière de m'imaginer qu'une après-midi de la self, j'allais avoir les mains dans le cambouis avec de la terre, avec des outils, et puis avec des collègues de travail aussi qui avaient la main dans la terre, et alors, entre guillemets migrants, puisqu'ils se disaient être migrants, nous apprenant à appliquer cette terre sur le mur. Alors moi, ce qui m'a marqué dans cet atelier, c'était plutôt le témoignage, parce que je n'ai pas préparé d'éléments, donc je vais vous dire comment je l'ai vécu. En fait, je me suis rendu compte à quel point la question de l'action était importante par rapport à la construction identitaire de ces personnes-là. L'action au sens où la terre, c'était un moment où on avait, avec Abdoulaye, c'est ce que j'ai en tête, tous les deux, la main sur l'outil, en train d'appliquer la terre, et là où il me disait à quel point il était fier de savoir le faire et de pouvoir m'expliquer comment on pouvait engager l'outil, ni trop ouvert, ni trop fermé, quelle était la fonction de la force dans l'application, entre guillemets, de la terre avec la truelle, ni trop peu, pour pas faire en sorte que les grains colmatent trop. Et en fait, quand il me disait ça, je me suis dit que la terre, c'était un alibi dans tout ça. Mais c'était pour lui un moyen de montrer à quel point il était un acteur d'un environnement où il a commencé à naître dans cet environnement. Ils nous ont dit, on a commencé à naître à partir du moment où on a construit ces murs. Et je me disais que c'était vraiment à la fois un beau projet, parce qu'on ne le prend pas la question au niveau macro, on la prend au niveau de l'action très concrète. Et c'est vrai que cette action très concrète, elle est à l'origine de la construction des apprentissages, parce qu'ils ont dû apprendre à construire des devis, ils ont dû apprendre aussi à réaliser des dilutions entre l'eau, entre la terre en tant que telle, entre les autres composants de cet enduit. Et ce n'est pas a priori les connaissances qui sont premières, mais c'est bien l'action préalable qui permet à ce que ces connaissances trouvent une utilité fonctionnelle dans un projet qui est un projet identitaire. Parce qu'il avait son téléphone et il nous montrait les photos des murs qu'ils avaient pu construire. Et ça, je trouve que c'est marquant parce que ça montre à quel point l'action est aussi un vecteur de construction identitaire. Et je pense que les ergonomes, en tout cas, je remercie pour l'organisation de cet atelier parce que c'est un moment hors du temps, je pense qu'en tant qu'ergonome, ce rapport qu'on a au travail concret, ce rapport qu'on a à ces choses, peuvent être des vecteurs formidables de travailler des questions très macro, comme vous les avez présentées tout à l'heure, sur le travail, sur l'emploi, pour ne pas se limiter à l'emploi, mais aussi questionner le travail. Donc merci pour ça, c'était super. Et puis on en retient beaucoup d'apprentissage, en tout cas pour moi, sur comment faire un enduit pour chez moi. Merci Geoffrey. Et donc ce groupe est en train de construire, juste pour faire le lien avec la question de l'emploi, ce collectif est en train de construire une entreprise coopérative, justement pour donner une continuité, une professionnalisation à cette expérience. Voilà. La parole est à vous. Imaginez-vous notre métier et nos interventions face à l'ubérisation de l'emploi, transformer le travail de centaines de micro-entreprises. Est-ce que cela fait encore sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas, à terme, que nous passions de intervenants sur le travail à témoins de l'histoire du vécu sur le travail, pour permettre à la société de réfléchir sur les conséquences de l'évolution du travail? Un petit commentaire de votre part? Jules, le livreur de carottes râpées, qui a fait un blog où il racontait dans le détail ses journées. Je vous invite à aller regarder son témoignage. Il parle de manière très précise de ce que ça fait de travailler sur ces plateformes ubérisées en auto-entrepreneuriat. Et au final, parle de son travail quotidien et on voit comment
La question de la pénibilité du travail dans un registre physique ne fait pas que disparaître, mais augmente. La question des risques dans la circulation augmente. Tout ça avec un statut de grande précarité, que les promesses qu'il avait en tête par rapport à ce statut n'ont pas fonctionné. Et il explique comment ses camarades africains, noirs, etc., ne s'y retrouvent pas dans ces affaires-là. Donc je ne sais pas, moi, quand j'ai lu ce témoignage, je fais des liens directs entre les questions de travail et d'emploi. Est-ce qu'on serait simplement des témoins? On peut, mais je pense qu'on a d'autres cartes à jouer. Et la question qu'on évoquait avec vous, c'est qu'effectivement, on ne va pas... Si on attend que ce livreur nous fasse une demande pour pouvoir intervenir, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est comment on arrive à entrer dans ces milieux professionnels qui déploient autrement les questions d'emploi, les enjeux de travail, pour arriver à faire de l'intervention, parce que c'est tout à fait possible. On voit aussi dans des nouveaux espaces, alors toutes les nouvelles formes de communautés, Fab Lab, etc., Hacker, que en fait, quand ils accueillent des ergonomes, parfois ils les accueillent par hasard ou par accident, mais qu'au final, les ergonomes les aident à monter, je dirais le business plan, je ne sais pas si c'est des mots qu'il faut utiliser, mais en tout cas les aident sur les orientations qu'ils doivent prendre, sur leur rapport aux usagers, sur la question de comment fonctionner du point de vue de l'organisation du travail. Donc il y a des cartes à jouer, je ne pense pas qu'on soit simplement là pour témoigner. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ce travail et cette transmission.